Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une idée vraiment fascinante qui vient bousculer ce qu'on pense savoir de nous-mêmes et surtout de nos désirs. La grande question, c'est et si ce qu'on veut, au fond, ne venait pas vraiment de nous? Alors, pour y voir plus clair, voilà notre parcours. On va d'abord déconstruire une idée reçue, le mythe du désir purement individuel. Ensuite, on plongera au cœur du sujet avec la structure triangulaire du désir. Vous allez voir, c'est un concept clé. On se demandera d'où vient ce besoin d'imiter, on verra ses dangers, surtout à notre époque, et bien sûr, on cherchera des pistes pour se réapproprier un peu plus ses propres désirs. Allez, on commence par le début. La plupart d'entre nous, on vit avec cette conviction que nous sommes les seuls capitaines à bord quand il s'agit de nos envies et nos ambitions. La question a l'air toute simple, mais elle est redoutable. Cette certitude que nos désirs émergent du plus profond de notre être, qu'ils sont uniques, authentiques. Et si tout ça, en fait, n'était qu'une belle illusion. Cette citation met parfaitement le doigt dessus. Notre culture nous raconte l'histoire de l'individu roi, maître de ses choix. Sauf que dans la réalité, quand on gratte un peu, on s'aperçoit que cette fiction est bien plus fragile qu'on ne le pense. Nos désirs sont en permanence influencés par les autres. Bon d'accord, si nos désirs ne viennent pas directement de nous, alors d'où viennent-ils? C'est là que ça devient passionnant, avec le modèle révolutionnaire de l'anthropologue René Girard. Spontanément, on voit le désir comme une ligne droite. D'un côté, un sujet, de l'autre, un objet. J'ai faim, je veux une pomme. C'est simple, direct, et c'est le modèle que tout le monde a en tête. Mais Girard arrive et nous dit « Attendez, ce n'est pas du tout comme ça que ça marche. Le désir n'est pas une ligne, c'est un triangle. Il y a le sujet, il y a l'objet, oui, mais il y a surtout un troisième sommet, le plus important, le médiateur. C'est une autre personne. Et en fait, on ne désire l'objet que parce que cette autre personne, ce médiateur, nous le désigne comme désirable. » Et ce qui est crucial, c'est que la nature de ce médiateur change absolument tout. S'il est lointain, inaccessible, une figure historique, une star mondiale, il va nous inspirer, c'est la médiation externe, mais si le modèle est proche, un ami, un collègue, un rival, là c'est la médiation interne. Et la proximité, ça ne crée pas de l'inspiration, ça crée de la rivalité, de l'envie, c'est là que les ennuis commencent. D'accord, la théorie est puissante. Mais pourquoi sommes-nous faits comme ça? Pourquoi cette tendance à copier les désirs des autres? Pour le comprendre, il faut faire un petit retour aux origines. Tout commence vraiment très très tôt, dans la petite enfance. Nos parents sont nos premiers médiateurs. Le jouet sur lequel le regard s'attarde, le livre qui les passionne, leur attention nous sert de guide pour savoir ce qui a de la valeur, ce qui vaut la peine d'être désiré. Et ce n'est pas juste psychologique, c'est carrément câblé dans notre cerveau. On possède ce qu'on appelle des neurones miroirs. C'est fou, ils s'activent de la même manière quand on fait quelque chose et quand on observe quelqu'un d'autre le faire. C'est la base de l'empathie, mais c'est aussi ce qui nous rend si perméables aux désirs des autres. C'est une véritable contagion motivationnelle. On attrape littéralement les envies. Ce mécanisme, si fondamental soit-il, a aussi un côté bien plus sombre. On va voir maintenant comment cette imitation permanente peut être à l'origine de profondes souffrances. Ce qui est intéressant ici, c'est que cette dynamique unique du désir mimétique peut mener à des pathologies très différentes. Le besoin constant de validation du narcissique, la honte issue de la comparaison dans la dépression, ou même l'addiction pour appartenir à un groupe. Derrière tout ça, on retrouve toujours le même moteur, le désir qui passe par l'autre. Et cette théorie, qui a déjà quelques dizaines d'années, n'a jamais été aussi pertinente qu'aujourd'hui, à l'ère des réseaux sociaux qui ont, en quelque sorte, mis le désir mimétique sous stéroïdes. Pensez-y, les réseaux sociaux sont de gigantesques machines à fabriquer du désir. On est bombardé en permanence par des modèles de vie idéalisés, les algorithmes nous montrent ce qui est désirable aux yeux des autres, et ça exacerbe la rivalité et la comparaison à une échelle jamais vue. Le résultat, on finit tous par vouloir plus ou moins les mêmes choses. Et les chiffres sont sans appel. Quand on demande aux jeunes ce qui génère le plus d'anxiété chez eux, la comparaison sociale arrive en tête et de très loin. 45%. C'est bien plus que la pression des études ou les soucis économiques. C'est la preuve que ce moteur de la rivalité mimétique tourne à plein régime et qu'il fait des dégâts. Les conséquences, elles, sont bien réelles et concrètes. Cet environnement hyper mimétique alimente directement l'augmentation des troubles anxieux, des troubles du comportement alimentaire, de la dysmorphophobie et de toutes sortes d'addictions. Bon, le tableau peut sembler un peu noir, alors la question se pose, est-on condamné à être les marionnettes de nos désirs? Heureusement non. Il existe des chemins pour s'en sortir. L'objectif n'est pas d'échapper au désir mimétique, c'est impossible, c'est ce qui nous rend humains. Non, le but c'est de passer d'un désir subi, inconscient, où l'on est une marionnette, à un désir réfléchi et assumé. Un désir où l'on devient conscient de ses influences pour faire des choix qui sont vraiment les nôtres. Et ce chemin, c'est un vrai travail sur soi. Ça passe par plusieurs étapes. Identifier ses modèles cachés,
analyser l'envie qu'ils provoquent, apprendre à les désidéaliser et enfin se reconnecter à ses propres valeurs pour que nos choix viennent de nous et pas seulement en réaction aux autres. On termine donc sur cette question qui est une invitation à l'introspection. Maintenant que le mécanisme est sur la table, l'exploration la plus fascinante commence, celle de ses propres triangles désirs. La question est donc, qui sont les modèles, parfois cachés, qui façonnent nos désirs en ce moment même?